Bienvenue dans le débat, il est consacré à la guerre en Ukraine, alors que Vladimir Poutine, présent au sommet de coopération de Shanghai à Tianjin en Chine, accuse l'Occident d'avoir déclenché un coup d'État et provoqué la guerre. Le président russe a défendu son offensive et il dénonce les tentatives de l'Occident d'attirer l'Ukraine dans l'OTAN. En Ukraine, les bombardements russes nocturnes quotidiens continuent. La nuit dernière, un couple est mort dans un village de la région de Zaporijjia, selon les autorités locales. Plusieurs régions du sud et du sud-ouest de la Russie ont été placées en alerte aérienne. La semaine dernière, un bombardement sur Kiev avait fait 25 morts, dont 4 enfants. Hier, dimanche, l'avion dans lequel voyageait Ursula von der Leyen a été victime d'un brouillage GPS à son arrivée en Bulgarie. La Russie est soupçonnée d'être derrière cet acte. Dans le Financial Times ce matin, la présidente de la Commission européenne affirme que les Européens travaillent sur un plan précis, sur un déploiement potentiel de troupes en Ukraine comme garantie de sécurité post-conflit. Les États-Unis soutiendraient ce dispositif, ajoute-t-elle. Zelensky, de son côté, a annoncé l'arrestation de l'auteur présumé de l'assassinat de l'ancien président du Parlement, Andriy Paroubi, à Lviv. Alors, on va revenir d'abord sur les déclarations de Poutine en Chine. Quelle est la place pour des négociations avec les Ukrainiens alors que les bombardements russes se poursuivent ? Pékin et New Delhi, ou New Delhi pourrait-il jouer un rôle? Comment les Européens avancent-ils dans la définition des garanties de sécurité? Et quelle pourrait être leur place, la place des États-Unis de Trump? Ukraine, la guerre sans fin de Vladimir Poutine. On pose toutes ces questions à mes invités. Guillaume Ancel est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Ancien officier chroniqueur de guerre, auteur du blog Ne pas subir, auteur également de Petites leçons sur la guerre, comment défendre la paix sans avoir peur de se battre. C'est aux éditions Autrement. Sylvie Berman est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Ancienne diplomate, ancienne ambassadrice de France en Russie, ancienne ambassadrice de France en Chine. Auteur de L'ours et le dragon, ça tombe bien. Russie-Chine, histoire d'une amitié sans limite. Et ça, c'est aux éditions Talendier. Thierry Volton est avec nous. Bonsoir. Vous êtes essayiste et spécialiste des régimes communistes post-soviétiques. Bienvenue à vous. Tetiana Ogarkova est avec nous ce soir en direct de Kiev. Bonsoir. Vous êtes journaliste et responsable du département international de l'Ukraine Crisis Media Center. Bienvenue dans le débat. Vladimir Poutine est donc à Tianjin en ce moment même. Il va d'ailleurs passer 4 jours en Chine, le président russe. Il va assister au défilé militaire de Pékin. Ça sera mercredi. Demain, il est en bilatéral, donc en entretien direct avec Xi Jinping. Eh bien, Poutine a accusé aujourd'hui l'Occident, littéralement, d'être à l'origine de la guerre en Ukraine. On va l'écouter. Je rappelle que cette crise n'est pas le résultat d'une attaque russe contre l'Ukraine. Elle est née d'un coup d'État en Ukraine, provoqué et soutenu par l'Occident. S'en sont suivies des tentatives armées visant à réprimer la résistance des régions et du peuple ukrainien qui n'ont pas accepté ce coup d'État. Sylvie Berman, alors il martèle ce discours-là, il faut rappeler qu'on est en Chine tout de même, donc il y a une autre audience sur place. Lorsqu'il parle du coup d'État, il fait référence à Maïdan, à ce qui s'est passé. Il faut un peu l'expliquer, je pense, aux téléspectateurs. Oui, tout à fait, mais en fait c'est un discours... Alors le discours a un petit peu évolué. Au début, il intervenait pour prévenir le génocide contre les populations russophones du Donbass. Il a ensuite dit que l'Ukraine allait attaquer. Bon, il y a quelque chose qui revient de manière permanente, c'est la menace de l'OTAN et de l'adhésion à l'OTAN. Mais maintenant, il fait clairement remonter en fait cette guerre, donc provoquée par l'Occident, à ce qu'on a appelé Euromaïdan, au moment où il y a eu une contestation de l'élection de Yanukovych et avec ces manifestations à Maïdan, on s'en souvient, en 2014, à Maïdan, qui ont été à Kiev. Enfin oui, sur donc, je rappelle où ça se trouve, la place de Maïdan. Non, mais bien sûr, et que effectivement les Russes considèrent comme un véritable coup d'État. Ça, c'est pas la première fois qu'ils le disent, et donc ils considèrent que ça a été plus que soutenu, mais provoqué par l'Occident. On se souvient de la position américaine et de Victoria Nuland en particulier, qui d'ailleurs disait « on se fout des Européens » et qui apportait des donuts aux militants sur la place Maïdan, ce qui fait dire aux Russes, effectivement, que tout cela a été fomenté par l'Occident. Et là, c'est son discours
à Tianjin, effectivement, devant l'Organisation de la coopération de Shanghai, pour convaincre les différents représentants à ce sommet de la justesse de la position russe. Vous êtes, Thierry Bolton, d'accord. En fait, il y a aussi le fait que ça soit une audience avec Xi Jinping, il y a aussi le président iranien, il y a le Premier ministre Narendra Modi indien devant le Sud global, de tenir ce discours de la part de Poutine. C'est normal pour Poutine. En vérité, Poutine ne connaît pas une chose, ça perd le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Excusez-moi, d'après mes informations, d'après ce que l'on sait, les manifestations à Maïdan, ce qui s'est passé, la fuite de Yanukovych, le président, puisqu'il est parti finalement après, il s'est réfugié à Moscou. J'en sais rien, peut-être évidemment, je ne suis pas dans les secrets des dieux, il y a peut-être évidemment quelques hommes ou quelques services, j'en sais rien, qui ont peut-être soufflé sous les flammes. Je crois quand même que c'est un soulèvement populaire, une révolution, si je puis dire, pacifique, soyons clairs, qui s'est créée. Alors, ce qui est amusant dans ce discours, évidemment, de Poutine, c'est qu'on oublie un peu le passé, dans le sens où il a envahi une partie de l'Ukraine en conséquence de ça, en tout cas la Crimée, n'est-ce pas? Donc il viole... C'était 2014 déjà. C'est 2014, exactement. Il viole à ce moment-là un traité international, donc il est quand même le responsable de la guerre, si je puis dire, puisque ce traité international a été signé en 1994, dans lequel les Ukrainiens ont remis leurs armes nucléaires à la Russie, qu'ils avaient en dépôt, si je puis dire, parce que l'Union soviétique avait des armes nucléaires là, en échange de quoi les frontières ukrainiennes étaient garanties. Donc, il n'a pas respecté. C'est un accord qui a été signé par les Russes, par les Américains et d'autres encore puissances. Donc, cet accord n'a pas été respecté. Donc, quand il parle d'agression, si je puis dire, à cause de Maïdan et à cause de la fuite de Yanukovych, son ami, là, il passe des étapes, si je puis dire. Et c'est une façon de décrédibiliser encore Volodymyr Zelensky. Qu'en pensez-vous, Guillaume Ancel? Peut-être qu'il faut rappeler qu'on est dans un contexte de négociation. Et que la négociation autour de la fin de la guerre en Ukraine n'a jamais cessé. Donc il sait que de toute façon, Trump va le rappeler, s'appelle pratiquement toutes les semaines. Et donc là, on le voit bien, Poutine essaie de montrer qu'il a organisé une espèce de club important avec l'Inde, avec le Brésil, avec la Chine qui l'aide, et que par conséquent, il n'est pas isolé. C'est très important pour Poutine de montrer qu'il est sorti d'une forme d'isolement international. Après, ce qu'il raconte là, on y est un peu habitué, sont les vérités alternatives auxquelles nous ont habitués aussi Donald Trump comme Benjamin Netanyahou quand il explique qu'il n'y a pas de famine alors qu'on voit les gamins crever à Gaza. Il raconte une histoire qui n'a plus aucun lien avec la réalité, mais ça n'est pas important. Ce qui est important, c'est que lui ait un récit dans lequel la Russie se défend. En fait, il n'a jamais attaqué personne. Mais il est obligé de se défendre parce que les autres veulent l'agresser. Et ça lui permet d'être acceptable. Évidemment, il ne peut pas dire « j'ai décidé d'envahir un pays frère, je ne respecte aucune loi internationale, je ne respecte aucun droit ». Non, il va dire qu'en fait, il a vraiment été contraint et forcé à cette situation. Tetiana Ogarkova, qu'en pensent les Ukrainiens? Qu'en pensez-vous, vous, quand vous entendez Poutine, justement, en Chine, faire référence à Maïdan comme d'un coup d'État? Évidemment, tout ça, ce sont des mensonges de début à la fin. Ce n'est pas évidemment pas pour la première fois qu'on entend dire ce récit, ce narratif sur le coup d'État. Rien n'est surprenant. D'ailleurs, on était non plus surpris de voir aujourd'hui Viktor Yanukovych, le président qui a fui l'Ukraine en 2014. Les médias russes ont diffusé une vidéo enregistrée de Viktor Yanukovych aujourd'hui, qui lui, il parle et raconte aussi, confirme ce récit en disant que lui, il voulait évidemment l'intégration ukrainienne dans l'Union européenne, mais lui, il était contre l'adhésion de l'Ukraine dans l'OTAN parce que selon lui, ça provoquerait une guerre civile en Ukraine. Donc, des mensonges de début à la fin. Donc, pareil, donc, quand Poutine le dit en Chine aujourd'hui, c'est confirmé, un peu pour le public intérieur aujourd'hui en Russie, que Yanukovych est là et qu'évidemment, il y avait à l'origine le coup d'État. On est habitué à cela, on n'attend pas autre chose. Ça démontre en fait que nous sommes dans les contextes des négociations et que les négociations sont évidemment dans l'impasse pour une raison très simple, que Poutine n'est pas du tout prêt et ne cède pas d'un millimètre et il n'est pas prêt à arrêter cette guerre par des négociations. On va l'écouter aussi parce qu'il s'est exprimé justement sur la Chine et l'Inde, puisqu'il se trouve à Tianjin, Vladimir Poutine.
Nous apprécions hautement les efforts et les propositions de la Chine, de l'Inde et de nos autres partenaires stratégiques qui visent à contribuer à la résolution de la crise ukrainienne. Donc là, est-ce qu'il tend une perche effectivement à la Chine ou à l'Inde, Sylvie Bermann? Que ça veut dire d'un point de vue diplomatique? On pourrait jouer effectivement un rôle de médiateur ou ça paraît totalement impossible? Je ne pense pas que l'Inde ou la Chine puissent jouer un rôle de médiateur. Je pense qu'il fait plutôt allusion à la possibilité de participation à des garanties de sécurité, puisqu'il refuse totalement que les pays européens ou des membres de l'OTAN soient présents. La seule chose qui pourrait peut-être le rendre acceptable, ce n'est pas ce qu'il dit, mais ça pourrait être la présence, alors je ne sais pas si c'est du maintien de la paix, si c'est de l'observation, des BRICS. D'ailleurs, pas uniquement, bon là, l'Inde et la Chine sont présents, alors que le Brésil n'est pas présent, mais il l'a déjà évoqué dans le passé. Donc ça voudrait dire, Thierry Volton, que des Chinois, des Indiens... Attendez, c'est pas fait encore. C'est pas fait, mais effectivement, ils pourraient participer à cette... Rien n'est fait. Rien n'est fait. On ne sait même pas d'ailleurs si des Européens... Mais c'est un appel du pied, oui. On va reparler de l'Europe ensuite, mais c'est un appel du pied du côté de Poutine. Et d'ailleurs, Zelensky ne dit pas non. Aujourd'hui, il a dit, moi, je souhaiterais que la Chine participe. En fait, essaye de dissuader Poutine. Il ne peut pas la rejeter non plus, évidemment. Donc c'est de bonne guerre, si je puis dire, pour Zelensky de dire qu'il ne rejette pas la Chine. Bon... Alors, c'est vrai que c'est un moyen de sortir de l'impasse, peut-être, mais d'abord, il y a tellement de chemin avant. Je veux dire, il y a d'abord un cessez-le-feu, éventuellement, et puis des discussions de paix, etc. Et après, on verra peut-être comment on va s'organiser pour cette force d'interposition, en planant comme ça, pour éviter, de surveillance, peut-être, pour éviter la rupture de la paix. Mais bon, pour l'instant, on en est très loin. Alors, c'est son rôle, c'est son allié, quand même, la Chine. N'oublions pas, son allié très précieux, excessivement précieux. Hein. Sans la Chine, la Russie serait... On a oublié souvent de le lire, serait incapable de mener cette guerre à long terme, si longtemps qu'ils l'ont fait. Parce que la Chine livre énormément. Donc elle participe indirectement à cette guerre, la Chine. Non, mais indirectement, c'est des euphémismes occidentaux. Hein. Moi, je pense elle participe à la guerre, la Chine. Oui, elle participe à la guerre, c'est clair. On ne veut pas le voir vraiment, parce que pour ne pas se mettre trop la Chine à dos, etc. Mais enfin bon, la Chine est un allié très précieux, très, très important. Parce qu'il achète de l'hydrocarbure russe. Hein, parce qu'il achète de l'hydrocarbure russe. Évidemment, déjà ça, évidemment. Donc l'Inde et la Chine, d'ailleurs, c'est intéressant, c'est que l'Inde et la Chine sont les plus grands acheteurs aujourd'hui de ce pétrole russe qui, normalement, n'oublions pas, est boycotté et devrait être boycotté. Guillaume Ancel, il participe à la guerre, du coup, directement ou indirectement, la Chine et l'Inde? Je ne crois pas. Je pense que d'un point de vue militaire, la Chine est extrêmement prudente sur le sujet. D'ailleurs, elle évite les aventures militaires. Par contre, donc pas d'envoi de matériel militaire en Russie, mais de composants, oui. Je pense que Thierry a raison sur le fait que la Chine apporte un soutien indirect à la Russie qui est colossal. D'abord, elle lui permet d'accéder en masse à des composants qui sont importants dans l'industrie de défense et que la Russie ne peut plus acheter sur les marchés internationaux. On sait que la Chine fournit en grande quantité. Et puis surtout, la Chine achète de composants, les hydrocarbures. En fait, tous les composants électroniques dont vous avez besoin, par exemple, pour fabriquer des missiles. Les Russes ont mobilisé une grande partie de leur économie, parce qu'eux, ils sont passés en économie de guerre, pour produire tout ce qui tire aujourd'hui sur l'Ukraine au quotidien. Au quotidien, vous avez entre 100 et 300 missiles et drones qui sont tirés. En fait, ces produits militaires ont besoin de multiples composants que la Russie ne sait pas toujours fabriquer ou dont les usines sont frappées par l'Ukraine. Et donc, elle va le chercher sur des marchés internationaux. Et c'est là où les sanctions européennes et américaines ont été importantes. Parce que sans accès à ces pièces, notamment à des composants électroniques, en fait, ces équipements qui sont relativement sophistiqués ne fonctionnent pas. Or, la Chine sert de sas et surtout, elle achète en masse des hydrocarbures comme l'Inde à la Russie. C'est ça qui permet à la Russie de se financer. Sinon, elle aurait été étranglée financièrement depuis plus d'1 an. Du coup, a-t-elle intérêt à la paix, la Chine, finalement, dans ce conflit, Sylvie Bermann? Le seul intérêt pour la Chine aujourd'hui, c'est que les forces américaines ou de l'OTAN ne sont pas dans la région Asie-Pacifique. Pour le reste, elle peut être gagnante dans certains domaines, mais elle est perdante aussi, parce que tous les circuits économiques ont été détruits, que certaines de ces entreprises sont sous sanctions, et ce n'est pas le mode de fonctionnement habituel de la Chine. Donc elle est prudente, elle ne veut pas que la Russie perde, et ça elle l'a dit. Ce n'est pas une participation directe à la guerre, comme l'a dit Guillaume Ancel. Il y a effectivement ces composants à usage dual.
Alors, il ne faut pas oublier qu'il y en a qui viennent d'Occident aussi, pas directement envoyés à la Russie, mais qui passent par le Kazakhstan, par le pays du Golfe, y compris les fameuses machines à laver dans lesquelles il y a des puces. Il y a eu une augmentation de nos exportations ou de Turquie également. Mais effectivement, la Russie a besoin de ce soutien alors de la Chine, et y compris dans les instances internationales, puisque effectivement la Chine ne condamne pas la Russie, même si elle ne reconnaît pas ni la Crimée, ni l'indépendance, enfin pas l'indépendance d'ailleurs, le rattachement des provinces. Ça ne le reconnaît pas donc cette modification des frontières souhaitée par Poutine, la Chine. Non, parce qu'elle avait présenté un plan qui n'était pas vraiment un plan de paix, mais de principe, dans lequel la Chine rappelait les principes d'intégrité et de souveraineté territoriale. Est-ce que leur relation s'est tout de même renforcée entre la Chine et la Russie parce qu'il y a la guerre en Ukraine ? Alors moi, je pense que oui, incontestablement. D'ailleurs, demain, vous l'avez dit, il y a une rencontre entre Xi Jinping et Poutine. À mon avis, c'est pas pour jouer la belote. C'est sans doute évidemment pour renforcer ces liens et surtout de voir comment ils pourraient réagir conjointement par rapport à Trump. Parce qu'il y a aussi un troisième élément qui s'appelle Trump. Alors, est-ce que Trump, qui doit être très énervé, excusez-moi, je pense, par ce sommet, et qui doit être aussi très énervé par le fait que la guerre continue et qu'elle frappe beaucoup l'Ukraine. Donc, si vous voulez, à un moment donné, s'il veut être un peu crédible, va être obligé de réagir, si je puis dire. Alors, comment ? Personne ne le sait aujourd'hui. Je ne suis même pas sûr qu'il le sache lui-même, mais bon, personne ne le sait aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est envisageable et qu'il est clair, à mon avis, que cette rencontre de demain entre Xi Jinping et Poutine est d'anticiper cette réaction de Trump pour voir comment la Chine pourrait aider encore un peu plus la Russie compte tenu éventuellement d'un boycott américain, ou comment la Chine pourrait jouer sur la scène internationale pour contrecarrer éventuellement les prises de position américaines. Voilà. On va écouter la réaction de Volodymyr Zelensky. Il y a 2 semaines à Washington, il a été dit que les Russes devraient être prêts pour de véritables négociations, pour une réunion entre dirigeants. L'Ukraine est définitivement prête pour cela. Mais la seule chose que fait la Russie, c'est investir dans la poursuite de la guerre. Tous les signaux qu'elle envoie vont dans ce sens. Aujourd'hui, lors de sa visite en Chine, Poutine va encore se dérober. C'est son sport favori. Tetiana Ogarkova, il a ajouté, je le disais, Zelensky, ne pas être opposé au fait que la Chine puisse essayer, en tout cas il demande à la Chine même d'essayer de convaincre Poutine d'arrêter la guerre. Vous y croyez, vous, à cette implication du Sud global, comme on les appelle, la Chine, l'Inde ? C'est une figure de parole diplomatique, on peut l'appeler comme cela, puisque Volodymyr Zelensky, effectivement, il est dans la position de démontrer par toute phrase, par tout son comportement, que personne ne veut plus la paix que l'Ukraine. Donc évidemment, en théorie, a priori, on serait d'accord pour n'importe quoi, mais je tiens quand même à rappeler que ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Chine, c'est aussi un signe d'une défaite en plus de Donald Trump, puisque toute cette ligne en fait d'ouvrir les bras à Poutine, c'est-à-dire de l'inviter diplomatiquement, de le sortir de son isolement, puis de lui proposer des avancées, quelque chose pour qu'il serait d'accord d'arrêter cette guerre contre l'Ukraine, ça serait aussi dans le calcul d'arracher en quelque sorte la Russie à la Chine. Parce que nous connaissons que cette cohabitation de la Russie et de la Chine n'est pas asymétrique non plus. Depuis plusieurs années, on voit de plus en plus la dépendance, qui n'est plus même interdépendance, mais plutôt la dépendance russe de la Russie, c'est-à-dire ce statut minoritaire de la Russie, son dépendance pour plein de choses, pour la vente de matières premières, récemment, évidemment pour composantes pour leurs drones. Je tiens à rappeler ce qu'évidemment la Chine qui envoie toutes les composantes pour ce nouveau type d'armement, la drone qui est le plus important durant cette guerre. Aujourd'hui, 80% de pertes de deux côtés, côté russe et côté ukrainien, c'est grâce aux drones, c'est plus grâce aux chars, ni artillerie, ni même missiles. Donc c'est capital. Donc voilà, aujourd'hui, pour Donald Trump, voir Poutine
les leaders chinois ensemble s'échanger et puis s'unir, et voilà, c'est aussi une gifle de plus, parce que non seulement son plan de paix ne marche pas, c'est-à-dire l'idée de procéder par négociation, céder quelque chose à l'agresseur pour qu'il se calme, ça ne marche pas, mais encore davantage, voilà, son idée d'arracher la Russie à la Chine, ça ne marche pas, parce que nous voyons avec cette déclaration-là, l'Inde, Chine, Brésil, voilà, il y a toute cette alliance voilà, qui se forme et qui n'est pas du tout une alliance amie de l'Occident et des États-Unis, n'est-ce pas? Sylvie Bermann, c'est vrai que cette alliance, elle précédait même Trump, hein, puisqu'il y avait déjà des liens entre la Russie, entre la Chine. Il y avait déjà cette volonté aussi de faire front face à l'Occident d'un certain nombre de ces pays du Sud global. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Tetiana Ogarkova, le fait que Trump, tout de même, soit aux commandes maintenant? Est-ce que lui peut le prendre personnellement comme une gifle, ce qui se passe? Alors, écoutez, je ne pense pas vraiment. D'abord parce que ce sommet est prévu depuis très longtemps. Bon, il est spectaculaire, effectivement, et il paraît comme un pendant réussi du G7 qui s'est mal passé, d'ailleurs aussi parce que Trump l'a quitté une journée avant. Donc là, il y a une responsabilité de Trump tout de même dans son... Ben, pas pour... Alors, la responsabilité de Trump, c'est sur le rapprochement entre l'Inde et la Chine, parce que ce sont deux pays qui ont des relations difficiles. Modi n'était pas allé en Chine depuis 7 ans. Et là, il y a une réconciliation parce que les Indiens sont absolument furieux de la hausse des droits de douane et des sanctions qui les visent. Pour le reste, alors moi j'ai des doutes sur le fait que Donald Trump cherche à détacher la Chine de la Russie. Il ne l'a jamais dit. Or, Trump n'a aucun filtre. Il dit tout ce qui lui passe par la tête. Ça ne veut pas dire qu'à Washington, certains n'aient pas ces idées-là, mais je pense plutôt que cette relation qu'il recherche relève d'une fascination pour Vladimir Poutine, un autre mâle alpha, et de la volonté de développer un partenariat économique, y compris dans l'Arctique avec la Russie. Il n'a pas cette même fascination pour Xi Jinping. Si, mais pas la même, parce qu'il ne le comprend pas. C'est-à-dire que Poutine, il a le sentiment de le comprendre, parce qu'il est européen, même si, évidemment, il est très différent. Si, je crois que est-ce que c'est Xi Jinping qui... Non, c'est Poutine qui avait dit un jour à Bush... Vous pensez que parce qu'on est blanc, on se ressemble et qu'on pense comme vous, mais on ne pense pas comme vous. Donc, quand on voit un Chinois, on sait qu'il ne pense pas de la même manière. Et donc, non, mais ça compte pour Trump, qui passe son temps à féliciter aussi Xi Jinping et à l'admirer. Mais il ne peut pas avoir le même type de relation. Sur l'Inde, justement, peut-être un mot, un rôle de médiateur de la part de Modi, ça serait aussi... en tout cas, peut-être qu'il en a l'ambition, Narendra Modi. Qu'il en ait l'ambition, j'en doute pas un seul instant, en tout cas, parce que c'est quand même un personnage qui est aussi très autoritaire, ne l'oublions pas. Je veux dire, Modi n'est pas un grand démocrate, hein, et le nationalisme indien n'est pas non plus un problème de santé, si je puis dire. Donc, bon, c'est vrai que Modi a intérêt à vouloir se greffer là-dessus. Maintenant, encore une fois, ce sont des hypothèses... Ce sont vraiment des hypothèses, je dirais que c'est tirer des plans sur la comète. Pour l'instant, on n'en est pas là du tout dans la situation, à mon avis. Et là où je voudrais intervenir aussi, on parle de Trump, et je pense que Trump a accumulé beaucoup d'erreurs. La première erreur qu'a fait Trump, c'est d'abord de crédibiliser Poutine. N'oublions pas ce sommet en cas d'Alaska. Hein. Donc là, vraiment, il a sorti Poutine de son enfer, si je puis dire. Donc c'est lui qui l'a sorti du statut de paria. De paria. Mais là, il s'installe. Enfin là, il est aussi en présence de tous ses leaders. C'est dans la suite, si je puis dire, son triomphe à ce sommet chinois. Alors, il aurait existé, bien sûr, j'entends bien, mais ça prend d'autant plus de poids que finalement, il a été reçu par le grand du monde. Bon, voilà. Et tout ça renforce considérablement Poutine. Alors, ce que je voudrais dire et répondre en ce qui concerne la fascination de Trump pour Poutine, elle est absolument certaine, parce qu'il aime les États forts, etc. Il ne peut pas avoir la même relation avec la Chine, même si, évidemment, la remarque est très bonne de savoir que Poutine est un blanc et que Xi Jinping ne l'allait pas. Mais je pense aussi que la dimension communiste du régime chinois, qui existe, en tout cas au niveau de la superstructure politique, hein, à l'infrastructure c'est un peu différent, mais au niveau de est quelque chose qui empêche
quand même Poutine d'aller embrasser Xi Jinping, si je puis dire. Parce que l'antagonisme entre le monde capitaliste et le monde communiste est très très grand. Il a un siècle d'existence. Donc c'est très difficile d'aller... alors il le fait bien avec Kim Jong-un, pardon, le coréen, mais le coréen qui vient d'ailleurs mercredi assister à la parade militaire chinoise. Si je puis dire, c'est un pantin, excusez-moi, en tout cas c'est un pantin pour moi. C'est plus facile d'embrasser Kim Jong-un, je vais y arriver, que d'embrasser Xi Jinping, qui est quand même le grand rival des États-Unis. Qu'est-ce que ça dit tout de même sur l'Occident, Guillaume Ancel? Ce qui est intéressant tout de même, c'est que Donald Trump n'a plus du tout les liens avec l'Europe que pouvait avoir Biden ou même un certain nombre de présidents américains avant lui. Donc on n'est déjà plus dans un Occident homogène, puisqu'on n'est déjà plus dans la relation transatlantique habituelle. Et là, il continue, en tout cas, ces pays-là. On a entendu Poutine, on a entendu aussi Xi Jinping parler de s'affirmer contre l'Occident. Donc, il continue à mettre les États-Unis et l'Europe dans cet Occident. Oui, vous avez raison. Il y a un sujet de rééquilibrage des grandes puissances du monde. Je rappelle juste un chiffre. Le PIB de la Chine, c'est au moins 8 fois celui de la Russie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Russie, c'est un nain économique. Est-ce que c'est un vassal, pour autant, de la Chine? Non, pas un vassal, mais par contre, la Russie, à cause de sa guerre, en réalité, se ruine et rentre dans une situation de domination par la Chine. Donc là, on voit un président russe qui va tout faire pour apparaître comme étant un des grands de ce monde, y compris en étant avec les Indiens et les Chinois, alors qu'en réalité, il a ruiner son pays et probablement son avenir avec cette guerre, dont il sait très bien qu'à un moment ou à un autre, il devra en sortir parce qu'on oublie souvent que militairement, il n'y a pas d'issue à cette guerre. Mais comment on en sort, Guillaume Ancel? Là, on voit bien qu'il n'y a plus de pourparlers, que ce sommet Zelensky-Poutine ne va pas avoir lieu. Les pourparlers continuent. Simplement, ils sont pour une fois un peu plus discrets. On est même inquiet quand Donald Trump ne tweete pas pendant une journée. Aux États-Unis, on se demande s'il n'est pas mort. Oui. Donc, il faut se rassurer. L'autre, parfois, doit oublier son téléphone. Mais les pourparlers continuent. Alors, sur quelle base? C'est ça aussi. Discute avec Poutine chaque semaine. Et il n'a pas l'intention de lâcher son prix Nobel de la paix, qui est une obsession chez lui. Mais il faut lui reconnaître une chose, c'est que pour l'instant, il a de la suite dans les idées. Et finalement, cette opportunité de négocier, c'est celle que nous, Européens, nous n'avions pas réussi à ouvrir depuis 3 ans et demi que dure cette guerre. Tetiana Ogarkova, lorsqu'on lit le reportage d'Antoine Vitkin, journaliste qui revient tout juste d'Ukraine, qui a donc publié son carnet de route dans l'Express cette semaine, il dit vraiment que finalement les Ukrainiens ont l'impression quand même d'une guerre sans fin. Donc là, on parle pour parler, on voit ces pays du Sud global, on voit Poutine. Les Ukrainiens, est-ce qu'ils ont l'impression que la guerre est sans fin ? Évidemment, quand on est sur le terrain, et nous sommes sur le terrain tout le temps, donc évidemment, quand on nous parle des négociations, ça a l'air des abstractions les plus abstraites possibles, puisque évidemment, ce qui se passe sur le terrain, ça n'a pas changé du tout, c'est-à-dire toujours les attaques intenses, drones, missiles, toujours les combats sur les lignes du front, toujours les frappes même jusqu'à la capitale. Donc après, voilà, quel intérêt que de s'intéresser à cela et puis de voir telle ou autre nuance et suivre telle ou autre phrase. Voilà, évidemment, les Ukrainiens perdent. En fait, ils ont perdu depuis longtemps cette confiance dans cette possible négociation parce que pour négociation, soyons sincères, il faut que deux positions soient capables de trouver un compromis. Mais quel compromis peut-on trouver entre la position russe qui consiste à dire que l'Ukraine n'existe pas en tant que l'État indépendant, elle n'a pas le droit d'exister en tant que l'État indépendant, parce que c'est ça qui dit Poutine, en fait. À partir de 2014, quand tu dis de coup d'État, ça veut dire que toute l'histoire de l'Ukraine depuis 2014, c'est une histoire non légitime. Donc il a nommé Zelensky illégitime plusieurs fois, et Lavrov tout récemment. Donc quel compromis avec cette position-là, d'un grand pays au cœur de l'Europe, avec 30 millions d'habitants actuellement, 40 millions avant la grande invasion russe, qui sont là, qui ont leur propre identité, qui ont leur propre territoire, qui ont leur propre conscience de soi-même et qui refusent en fait, de mourir, de disparaître, de se faire occuper, de se faire torturer. Nous connaissons tous la réalité des territoires occupés. Donc, quel compromis peut-on trouver
entre ces deux positions. Tant que la Russie n'accepte pas le fait de l'agression, du crime d'agression, et ceci depuis le 20 février 2014. D'ailleurs, la date que Poutine reconnaît, parce que dans les médailles qu'il a remis à ses soldats, officiers qui ont participé dans l'opération en Crimée, il a marqué 20 février 2014. C'est ça le jour 1 de cette guerre. Et donc, quel compromis peut-on? On ne peut pas trouver un compromis, évidemment. On doit continuer cette guerre de défense qui est tout aussi légitime à nos yeux, même si évidemment il y a l'usure, fatigue, etc. Mais il n'y a pas de compromis par des négociations. Poutine n'acceptera pas l'existence même de l'Ukraine indépendante. S'il sera d'accord pour un cessez-le-feu, il va continuer avec des opérations d'information, avec des moyens politiques que de soumettre l'Ukraine à la volonté russe et de cette répartition du monde. Nous, on n'est pas d'accord. Donc, cette guerre, elle ne peut pas être... C'est pour ça que cette impasse, elle est tellement évidente pour les Ukrainiens. Évidemment, on veut la paix, mais on constate que ce n'est pas en négociant avec... On doit négocier avec quelqu'un d'autre, pas avec Poutine. Mais tant que le régime est sur place, on va faire des cercles vicieux. Mais ça peut durer, hein, Tetiana Ogarkova. Il n'est pas parti demain, Poutine. Hein. Il a 72 ans quand même. Il a 72 ans, mais enfin bon, ça peut encore durer. Quel compromis possible? En tout cas, elle met l'accent sur quelque chose d'intéressant. C'est quand même la problématique de la souveraineté de l'Ukraine. À partir du moment où Poutine ne reconnaît pas un État souverain, comment effectivement trouver un compromis? C'est au cœur de... Je pense que dans le compromis, justement, Vladimir Poutine reconnaîtra un État souverain. D'ailleurs, il laisse entendre de temps en temps qu'il est d'accord pour que l'Ukraine rejoigne l'Union européenne. Donc, Trump... Il laisse entendre cela. Oui, absolument. Donc, Trump, pas l'OTAN, ça c'est clair, pour des raisons de sécurité, en tout cas telles que perçues par la Russie. Mais je pense qu'il y a des compromis possibles. Alors, il faudra sans doute faire des compromis sur les territoires. On ne sait pas exactement quoi. Des compromis sur les garanties de sécurité. Mais bien évidemment, Poutine devra reconnaître la souveraineté de l'Ukraine pour aujourd'hui et pour demain. Et il devra également reconnaître que Zelensky est à la tête de l'État ukrainien et que c'est avec lui qu'il faut négocier. Donc de vous même dites que les Ukrainiens seront obligés de négocier avec Poutine, tout simplement parce que c'est lui qui a lancé cette guerre. Il est à la tête du gouvernement russe et je ne vois pas avec qui d'autre on peut négocier. Comme en plus il peut rester jusqu'en 2036, si Dieu lui prête vie, puisque vous évoquez cela, il faut trouver une solution avant. C'est une guerre qui n'est gagnable ni par la Russie, ni par l'Ukraine. Elle n'est pas gagnable sur le long terme parce que la Russie, ça lui prendrait presque 100 ans si elle voulait occuper l'Ukraine, et l'Ukraine ne va pas récupérer les territoires qui sont perdus. Donc, il faudra à un moment donné qu'il y ait un compromis pour éviter une guerre encore plus durable. Je vais l'expliquer parce que c'est fondamental de comprendre cette impasse militaire dans laquelle se trouve la guerre en Ukraine. Les Russes, qui essayent de montrer qui se croyaient la deuxième armée du monde, n'ont jamais réussi à soumettre l'armée ukrainienne. Et aujourd'hui, au maximum de leur effort, ils progressent à un rythme qui est de l'ordre de 1% du territoire par an de combat. En 3 ans et demi de combat, ils ont conquis 3-4% du territoire et c'est un massacre du côté russe. Mais du côté ukrainien, alors qu'ils n'ont jamais été autant armés, en réalité, ils manquent de bras. Et ça, les bras, personne d'autre ne peut leur en fournir. Et ils n'ont pas les moyens de stopper l'armée. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est la freiner. Donc cette guerre peut durer des décennies. Et c'est bien le sujet, c'est que quand on est dans une impasse militaire, il faut trouver une voie de sortie dans laquelle tout le monde sera obligé de faire des concessions. Mais le point sur lequel butent les négociations, c'est bien sûr les contreparties, les garanties de sécurité. Les Occidentaux disent « mais on connaît ce principe, on l'a pratiqué en Allemagne pendant 50 ans, ça consiste à faire stationner des forces militaires internationales sur le territoire qu'on veut protéger. » Et évidemment, la Russie dit « pas question, mais je veux bien en discuter. » Donc tout le point est de savoir à quel moment on estimera qu'il y aura un deal. Et il y aura un deal parce qu'il n'y a pas d'alternative militaire à cette guerre. Et Ursula von der Leyen a dit dans le Financial Times aujourd'hui « We have a clear roadmap », donc on a vraiment un plan clair. Et nous avons l'accord de la Maison-Blanche, dit-elle, pour justement avoir un plan sur des garanties de sécurité, notamment un déploiement potentiel de troupes en Ukraine. Mais enfin, on sait tout de même que les Européens ne sont pas tous d'accord sur ce déploiement de troupes.
qui ferait partie de ces garanties de sécurité. Alors elle s'avance dans le Financial Times aujourd'hui, Ursula von der Leyen. Oui, elle joue aussi, elle aussi son rôle. Chacun joue son rôle dans cette affaire-là. La question qu'on doit se poser, je pense, qui est importante à mon avis, c'est on peut se demander si Poutine a envie, a intérêt à finir cette guerre. Je m'explique. Évidemment, économiquement, militairement, etc. Bien sûr, mais enfin, il s'en fiche. Il a déjà sacrifié 1 million d'hommes. C'est pas le problème. Mais on peut se demander si, en continuant, compte tenu de la rencontre d'Anchorage, en continuant ainsi de se comporter en agresseur, parce qu'il bombarde presque tous les jours, il ne cherche pas à détourner Trump en disant finalement je peux rien faire dans cette affaire-là. Ils sont des têtes de cochon, Zelensky, Poutine, Zelensky, et je m'en vais. Et c'est exactement ça. Il aimerait bien, parce que ça veut dire que Poutine réussirait ce que l'Union soviétique, je parle de l'Union soviétique, a toujours rêvé de faire, c'est de séparer les États-Unis de l'Europe. C'est-à-dire de mettre un coin entre les deux. Alors là, ça serait une grande victoire. Excusez-moi. Il oublierait son prix Nobel totalement. Ça serait une grande victoire stratégique de Poutine, malgré sa défaite militaire. De faire en sorte que Trump renonce totalement finalement à sa politique. Plutôt finalement, ils n'arrivent pas à s'entendre. Donc, bon, c'est leur problème, c'est l'Europe, ça, voilà. Et continuons le business ailleurs. Poutine, depuis le début de cette guerre, a quand même commis un certain nombre d'erreurs, de penser que l'Ukraine ne résisterait pas et qu'il pourrait conquérir l'Ukraine rapidement. Aujourd'hui, ses généraux lui disent qu'en 3 mois, la guerre peut être finie, en tout cas au Donbass, pas dans l'ensemble de l'Ukraine. Donc il le croit peut-être, mais c'est une illusion. Donc je pense qu'à un moment donné, alors c'est vrai qu'il a toujours cherché à détacher les États-Unis de l'Europe, mais Trump ne va pas renoncer. Je pense que Trump peut s'en désintéresser pendant un moment en disant c'est des enfants qui se battent, laissons-les se battre et ensuite Daddy interviendra. Parce que Ursula von der Leyen, elle, dans le FT, dit qu'il y a un soutien américain dans cette future coalition des volontaires. Est-ce que c'est vrai? Ils ont obtenu effectivement un soutien américain à la Maison-Blanche. Ils ont obtenu verbalement un soutien américain. Mais quelle est la nature de ce soutien américain? En réalité, personne n'en sait rien. C'est extrêmement flou. Parce que ce que les Européens attendent, c'est un soutien logistique aérien et une possible intervention si jamais ils étaient mis en danger. Maintenant, Trump parle d'intervention de milices privées américaines, donc pas d'engagement de l'État, ce qui lui permettrait de respecter ses promesses vis-à-vis de son électorat. No troops on the ground, pas de soldats américains sur le terrain. Oui, donc c'est un oui de principe, mais enfin bon, dans les détails, on n'est pas du tout sûr du oui, Guillaume Ancel. On a toujours peur des Trumperies. Et on sait qu'il est capable de nous raconter tout et n'importe quoi du jour au lendemain. Ce qui n'empêche que les Européens, pour déployer une force, en réalité, ont 2 dépendances vis-à-vis des États-Unis. Ils n'ont pas de système de renseignement à la hauteur de celui des États-Unis. Ils ne peuvent pas s'en passer. On se souvient de l'épisode de Koursk, où les Américains ont fermé l'accès à ce système de renseignement. Les Ukrainiens ont été obligés de se replier en quelques jours, parce qu'ils allaient se prendre une raclée, ne voyaient plus ce qui se passait. Et puis la deuxième chose, c'est que, malheureusement, l'Europe découvre qu'elle n'est pas exemptée par la guerre et que pour défendre la paix, il faut savoir se battre. Or, les États-Unis l'ont très bien fait pendant des décennies et les pays européens commencent juste à découvrir que, bien évidemment, ils doivent fournir un effort. Et ça, pour les Européens, c'est un choc. Elles n'ont pas actuellement une armée commune qui leur permettrait de faire la masse. Pourquoi? Parce qu'elles ont 27 armées. Mais si on rassemblait ces 27 armées, on aurait la 2e armée du monde, on n'aurait même pas besoin de faire d'efforts financiers. Mais ça ne va pas exactement se passer comme ça, ils ne vont pas s'unir dans une armée. Et d'ailleurs, même sur le déploiement de troupes pour soutenir justement ces garanties, ils ne sont pas d'accord, les Italiens sont contre, la France serait plutôt pour. Un mot, je voudrais tout de même, avant de terminer, Tetiana Ogarkova, revenir justement sur la menace russe. Alors, on a parlé de cette menace militaire, cette menace multiforme, puisque le système GPS d'un avion qui transportait hier en Bulgarie la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a été brouillé. Donc ça aurait pu être extrêmement dangereux. Cet avion a finalement atterri en Bulgarie et manifestement les Bulgares disent que ce sont les Russes. Ça vous paraît plausible ? Oui, tout à fait. Nous connaissons tous au quotidien la situation où le GPS ne marche pas. Et donc, nous savons ce que ça représente, que de ne pas se fier à des outils tout à fait connus et utilisés. Évidemment, c'est tout à fait une hypothèse tout à fait plausible. Évidemment, la Russie constitue un danger. Donc, c'est une guerre par plusieurs aspects hybride.
et ça veut dire parfois invisible. Évidemment, pour nous, les Ukrainiens, elle est évidente parce qu'elle est physique, elle est là. Donc, on entend les agents de drones depuis la place où je vous parle plusieurs nuits durant la semaine, parce qu'on voit le travail de la défense aérienne ukrainienne, parce qu'on sait ce que sont des missiles, on reconnaît, même à l'oreille, comment on peut distinguer missiles de drones, etc., encore d'autres agents explosifs. Donc, nous connaissons tout cela, mais la guerre, donc cette hostilité, en fait, de Poutine, évidemment, ce n'est pas une guerre que Poutine mène contre l'Ukraine. Donc, voilà, c'est ce qui manque un peu dans notre débat. C'est la guerre que Poutine mène contre l'Occident. Et donc, son ultimatum de l'automne 2021, donc tout juste avant la grande invasion russe, effectivement, il a dit directement, c'est un message d'ultimatum à l'OTAN, donc voilà, retirez-vous dans les frontières de 97. Donc c'était nous voulons contrôler cette partie du monde. C'est-à-dire que c'est un défi jeté à l'Occident. Et donc aujourd'hui, quand on contemple, en fait, on dit que cette guerre, évidemment, cette guerre n'est pas gagnable par l'Ukraine contre la Russie. Évidemment, un pays plus petit avec moins de ressources ne peut pas gagner la guerre contre le pays plus grand, mais ce n'est pas une guerre contre l'Ukraine. Si l'Ukraine perd cette guerre, c'est tout l'Occident qui la perd aussi, parce que, évidemment, la menace va continuer, parce que derrière nous, il y a pays baltes, après il y a Pologne, après il y a évidemment les appétits vont être plus grands. C'est-à-dire que, évidemment, la Russie a des capacités dans les termes technologiques et dans les termes d'opérations, d'information, pour perturber beaucoup de choses en Europe aussi. Et donc, cette guerre, elle est gagnable, elle est tout à fait gagnable, mais elle est gagnable par une position tout à fait solidaire de l'Occident collectif, y compris évidemment les États-Unis et l'Europe unie avec l'Ukraine. Voilà, tout ça fait partie des grands défis, Tetiana Ogarkova. Un mot, Sylvie Bermann, justement, c'est effectivement cet ogre à nos portes, comme disait Emmanuel Macron, pour parler de l'ours, pour revenir sur votre livre, de l'ours russe. Guerre hybride, guerre en Ukraine, guerre multiforme. C'est une guerre, pour ce qui concerne l'Europe, c'est surtout... Le GPS l'illustre. C'est surtout une guerre hybride, une guerre informationnelle et effectivement une volonté de détacher les États-Unis de l'Europe. Ce n'est pas une menace militaire directe, d'autant plus qu'on voit les difficultés que la Russie a depuis 3 ans et demi sur le front ukrainien. Je ne vois pas comment elle pourrait s'attaquer à des pays de l'OTAN. Guillaume Ancel, vous êtes d'accord? En même temps, elle réarme l'Europe, donc elle sait bien qu'elle a une menace militaire à ses portes. Et la Russie a été très surprise de la faiblesse de son outil militaire. Elle va le réarmer si jamais il y avait un accord de paix. Elle va consacrer pendant des années des ressources gigantesques à se réarmer. L'Europe a intérêt à bien comprendre ce défi. Donc ça reste un défi. Oui, bien sûr, tout à fait. Alors moi, je ne crois pas personnellement qu'après la victoire qu'il pourrait remporter en Ukraine, victoire de paix, qui récupérerait un certain nombre de... Je ne crois pas qu'il après veuille aller plus loin tout de suite, à la Pologne, les pays baltes, comme certains le pensent. Il n'a pas les moyens aujourd'hui, la Russie n'a pas les moyens militaires. Maintenant, c'est vrai que s'il y a une période de paix, et si Poutine vit longtemps encore, parce que n'oublions pas quand même que son espérance de vie n'est pas très grande, donc il y a une possibilité de réarmement de la Russie, effectivement, pour une réattaque, puisque l'objectif principal, évidemment, est de contrôler le vieux continent. La France qui va accueillir donc à l'Élysée cette coalition des volontaires. Ça sera donc jeudi. Merci beaucoup Sylvie Bermann d'avoir été avec nous, Thierry Volton. Merci Guillaume Ancel et merci à vous Tetiana Ogarkova. Vous étiez avec nous en direct de Kiev. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux. Je vous retrouve demain.